Bonjour à tous, un grand merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire de la deuxième saison, de la quatrième, non, de la deuxième saison, je m'arrête là, de la participation sur le grill. Donc c'est des rencontres régulières qu'on vous propose, que le groupe de travail qui s'appelle Démocratie et Quartier Populaire du Réseau national des centres de ressources de la politique de la ville vous propose depuis 2 ans. C'est un format qu'on a trouvé intéressant de vous proposer 3, 4 webinaires à peu près dans l'année sur un fil rouge général qui est comment créer les conditions pour que les citoyens et citoyennes soient pleinement associés aux décisions et actions qui les concernent. Une petite anecdote, petite parenthèse là-dessus. Jusqu'à il y a un an à peu près, on s'appelait groupe de travail sur les questions de participation citoyenne. Et enfin, je trouve ça intéressant de vous raconter ça, c'est qu'on a décidé de le renommer Groupe de travail démocratie et quartier populaire pour élargir de la seule question de la participation, parce qu'en fait, finalement, ça vient interroger des questions beaucoup plus larges de démocratie, de représentation de la population et de manière de l'associer dans les quartiers populaires, mais pas que, évidemment. Et donc cette année, notre fil rouge un peu plus spécifique, c'était évidemment autour du contexte des élections, voilà, de la période électorale. On en est au troisième webinaire. Le premier qui était en janvier s'intitulait Classe populaire et politique, deux points mal représentés, donc maltraités. C'était la question des inégalités de représentation politique et du traitement des classes populaires dans la sphère publique. Le deuxième webinaire qui était en marche, je vous dis ça parce que vous pouvez les retrouver en replay sur le site du réseau national. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir ou les redécouvrir. Le deuxième webinaire en mars était sur la question du débat contradictoire. Discuter, débattre pour co-construire l'action publique, l'intérêt du débat contradictoire, histoire de le réhabiliter un peu. Pour nous, c'était assez essentiel. Et puis pour ce troisième épisode et dernier épisode de la saison, pluralité, autonomie et reconnaissance des initiatives démocratiques aux yeux des institutions. Avant de passer la parole à mes collègues qui vont animer ce webinaire, simplement vous rappeler, pour ceux qui arrivent, de couper vos micros, pour les questions d'interférence bien sûr, et de ne pas se gêner, que la visio est enregistrée. Vous avez dû voir la petite fenêtre en haut. Donc, s'il y en a qui veulent pas apparaître pour X raison qu'on ne cherchera pas à savoir, vous pouvez couper votre vidéo. Et donc, je vais laisser la parole à Laetitia et Charlie qui vont animer ce webinaire. Merci à vous. Merci Guy Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis Charlie Delorme. Je travaille au Centre de ressources politiques de la ville de Nouvelle-Aquitaine, PQNA, et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec ma collègue Laetitia Rocher, qui travaille à l'ORIV, Centre de ressources politiques de la ville du Grand Est. On est ensemble sur ce webinaire jusqu'à 13h30. Et à travers ce webinaire, on avait pour objectif de questionner, du coup, comme le disait Guy Laurent, à la fois la reconnaissance, l'autonomie et l'impact des initiatives démocratiques qui émergent en dehors des contextes institutionnels, et de venir observer en fait les liens et les rapports qui se créent via ces démarches entre les habitants-habitantes, les institutions publiques et les acteurs non institutionnels qui sont en appui, qui accompagnent ces démarches participatives. Du coup, ce webinaire, il s'articulera autour de trois grands questionnements qu'on a posés avec nos intervenants, intervenantes, et sur lesquels on va réfléchir et échanger. La première grande question, c'est celle de se demander comment les dispositifs participatifs cadrent les formes de mobilisation et d'expression habitantes, et quels effets ça produit sur les possibilités de mobilisation et de reconnaissance. La deuxième question qu'on va se poser, c'est comment les mobilisations et les structures tierces investissent ou non euh, ces dispositifs participatifs, et quelles en sont les conséquences. Et puis, le troisième questionnement qu'on va se poser, c'est comment cette intégration dans les dispositifs reconfigure les relations et les alliances entre les habitants-habitantes, les associations et les institutions.
Du coup, pour échanger sur ces grands questionnements, on accueille sur ce webinaire trois intervenants, intervenantes. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Du coup, on a parmi nous Marie Zigerman-Goussou, qui est consultante et docteur en sciences politiques, qui a récemment écrit une thèse sur la démocratie participative et l'action collective, les formes et le renouvellement du militantisme politique en quartier populaire. On a une deuxième Marie avec nous, qui est Marie Bouchamp, qui travaille au Centre socioculturel des Trois Cités à Poitiers, qui fait partie de l'équipe du développement du pouvoir d'agir des habitants. Et puis, on a également François Portal, qui est chef de projet du Centre socioculturel de la Montagne Verte à Strasbourg. Donc, bonjour à tous les trois, merci encore d'être avec nous. Et pour commencer la première séquence de ce webinaire, je laisse la parole à Laetitia. Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas encore vus. Donc effectivement, comme on l'a dit, cette première séquence va porter sur le rôle des instances de participation dans la reconnaissance des initiatives habitantes. Pour commencer, je vais proposer à Marie Zigerman de prendre la parole. Et si tu veux bien, Marie, d'après ton travail de recherche et ton expérience professionnelle, nous expliquer ou nous en dire plus sur ce que les dispositifs de participation produisent au niveau des normes de ce qui est revendicable. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Je vais pas me présenter, je trouve que Charlie l'a très très bien fait. Je vais pas en rajouter, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc effectivement, je précise quand même que effectivement, je me base en tout cas sur à la fois mon travail de recherche que j'ai déployé dans plusieurs quartiers populaires en France, à Grenoble, à Tours, en région lyonnaise, etc. Et je suis aussi consultante voilà, pour diverses structures, mais donc j'ai aussi observé un certain nombre de processus dans ce cadre-là. Et il me semble d'abord très important de préciser que pour répondre à ces questions-là, moi, je ne regarde pas uniquement les groupes militants ou les collectifs d'habitants qui se mobilisent dans les dispositifs. Je pense que pour répondre de manière plus exhaustive à cette question, de ce que fait la démocratie participative à l'action collective, il faut regarder aussi ceux qui vont se mobiliser ponctuellement dans ces espaces-là, mais aussi ceux qui ne s'y mobilisent pas, pour savoir vraiment à quel point est-ce qu'ils sont touchés ou non concernés par ces problématiques. Et en l'occurrence, ce que moi j'observe, c'est que la frontière entre participer et ne pas participer, elle est beaucoup plus poreuse qu'on pourrait le penser. On a des collectifs militants qui circulent entre les positions d'extériorité, d'intériorité, de participation stratégique. Et ça dépend évidemment des contextes locaux, de l'actualité politique X, des ressources militantes aussi qui sont disponibles dans ces groupes-là. Et donc, je commence par quand même dire que je pense être une erreur de penser la participation uniquement comme une simple opposition entre intégration et refus, parce que c'est un espace de tension, de négociation permanente. Une fois que j'ai dit ça, je pense que c'est important d'insister sur le fait que les dispositifs de participation sont très ambivalents, profondément, et que ce ne sont pas des espaces de dialogue neutres et que ça produit, et c'est ce que j'observe, une norme d'engagement, c'est-à-dire une manière de valider ou non certaines manières de se mobiliser, de valider, de rendre certains discours, certaines pratiques légitimes et d'autres non. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de groupes militants, d'habitants qui sont intéressés à être intégrés dans le jeu institutionnel parce que ça représente une opportunité pour gagner en reconnaissance, en visibilité, etc. Et je passe. Mais que ces gains-là, ces ressources-là, ces capitaux qui peuvent accumuler, en fait, sont conditionnés à l'acceptation de règles du jeu et de normes de respectabilité qui les accompagnent. Et donc, par exemple, dans les quartiers populaires, en l'occurrence, ces dispositifs-là vont avoir tendance à disqualifier des activités militantes qui sont plus conflictuelles, encore plus partisanes, et on va plutôt valoriser dans ces espaces-là la figure du citoyen engagé et tout un tas d'injonctions institutionnelles. Donc on va valoriser un engagement qui est très localisé, qui est très concret. On va valoriser des positions qui sont partenariales. On voit qu'il y a une forme de logique de responsabilité
responsabilité où on va demander aux habitants de se prendre en main, de se prendre en charge et de s'inscrire dans des formes de co-construction. On va les encourager à produire un travail d'expertise, d'être force de proposition. Et donc, il y a des attentes très, très fortes autour de la manière de parler et d'agir dans ces espaces-là pour proposer des solutions, pour éviter le conflit, pour travailler ensemble. Et ça a évidemment des conséquences sur les groupes militants locaux qui sont socialisés à cette bonne et cette mauvaise manière de s'engager. Et donc, ce que j'observe, par exemple, c'est qu'on a évidemment des fractions populaires qui sont dans les quartiers populaires qui vont se mobiliser sur des enjeux très spécifiques de discrimination, de rapports de domination, enfin, qui vont vouloir en tout cas traiter les questions de logement à travers les rapports de domination avec les bailleurs, qui vont vouloir mettre en lumière les inégalités de traitement aussi entre les habitants, et qui voient ces enjeux reformulés dans les espaces participatifs, dans des catégories qui sont beaucoup plus compatibles avec l'action publique locale. Et donc, on va parler plutôt de problèmes de communication, de cadre de vie, d'animation, de gestion urbaine, sous peine d'être disqualifié. Et donc, je terminerai là-dessus pour pas être trop long, mais effectivement, moi, ce que j'observe, c'est qu'on a une démocratie participative qui produit une forme on peut dire de régulation du militantisme, qui ne va pas faire disparaître systématiquement les tensions, mais qui va imposer des formes légitimes de se mobiliser. Et je termine en disant que il me semble à nouveau que la démocratie participative, c'est pas un objet d'étude en soi. Je pense que c'est très important de réinsérer cette question à l'intérieur d'un contexte politique beaucoup plus large de fragilisation des libertés publiques et de durcissement du contrôle des associations. Et alors, je passe tout le maillage juridique qui administre ça, mais je pense à la loi séparatisme de 2021. On avait parlé du contrat, de l'extension du contrat d'engagement républicain aussi, sur la question de la neutralité des associations. Et encore la loi sur l'entrisme qui est portée en ce moment et qui est censée étendre les possibilités de dissolution associative. Mais tout ça pour dire que la démocratie participative, elle ne peut pas être analysée isolément et qu'elle prend sens quand on la regarde à l'aune du cadre un peu plus général de gouvernement des mobilisations et de limitation des droits et des possibilités associatives. En réaction à ça, François, donc toi, t'es chef de projet dans un centre socio-culturel, donc à la Montagne Verte, et tu as accompagné un collectif d'habitants, enfin, tu as fait partie d'une démarche pour monter un projet de territoire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette dynamique avec justement nous dire si tu as eu le sentiment d'être coincé un petit peu dans une norme qui était imposée par le groupe ou par la collectivité, ou si finalement vous avez pu un peu naviguer un peu comme vous le vouliez en tant que centre social, mais aussi avec le collectif d'habitants pour voir comment vous pouviez être entendu. Oui, bonjour. Juste pour recontextualiser un tout petit peu, nous, on travaille souvent avec les agents de la collectivité et en début de mandat, donc sur la précédente mandature, il y avait pas vraiment de perspective pour la Montagne Verte, il n'y avait pas un grand plan d'action, etc. Là où les deux autres quartiers juste à côté, il y avait d'un côté l'extension du tram qui allait faire tout plein de trucs pour changer le quartier. Puis le quartier encore à côté, c'était bénéficier de l'ANRU. Donc il y avait un peu une page blanche qui existait. Et effectivement, on est venu nous chercher. C'est-à-dire que la ville avait envie d'écrire une histoire participative pour fixer une boussole au moins à l'échelle du mandat pour la Montagne Verte. Et ils sont venus nous chercher pour créer ensemble un cadre, un dispositif participatif qui se voulait le plus sincère possible. C'est-à-dire que dans les dialogues qu'on avait, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Marie, dans le dialogue qu'on avait avec les agents, il y avait des questionnements sur effectivement cette injonction à la participation, ces questions-là, et puis tous les biais que peuvent produire les cadres habituels. Donc, quand ils sont venus nous chercher avec de la sincérité, on s'est posé la question au niveau du centre socio-culturel, et puis on s'est dit que ça valait le coup d'essayer. Un des premiers trucs sur lesquels on s'est vite mis d'accord, c'est que pour faire un territoire,
dans ce cadre-là, avec l'exercice, il y avait 4 familles d'acteurs et qu'il fallait que ces 4 familles d'acteurs soient identifiées, nommées et que les 4 devaient avoir une part du pouvoir qu'allait se partager à ce moment-là. Il y avait d'un côté évidemment les élus, hein, il y avait quand même des élus qui existaient avec un programme politique. Il y avait les habitants, principe de la démarche participative. Et puis c'était aussi reconnaître du pouvoir au monde associatif. C'était aussi de dire que les acteurs du quartier, ils existaient et ils avaient un regard sur le territoire, ils avaient des perspectives, une vision y compris politique de ce qu'il convenait de faire. Et puis la 4e famille d'acteurs qu'on a accepté d'identifier comme possédant du pouvoir, c'était les agents. Enfin, en tout cas, pour moi, professionnellement, c'était hyper important de se dire que ces 4 familles-là existaient, qu'il allait y avoir des règles du jeu à inventer ensemble, et que c'était dans le compromis de ces 4 trucs-là. Donc, ça pointe les limites hein, que tu disais, Marie, mais que c'était forcément un compromis de ces 4 familles d'acteurs qu'allait écrire un truc acceptable par tous, etc. Et puis, alors on n'était pas dupes, la ville, ils sont aussi venus nous chercher, centre socioculturel, pour essayer de toucher des catégories de la population que si c'est juste une affiche de la collectivité, venez, il y a une réunion, on va essayer de faire un plan pour le quartier, bah, on n'a pas tout le monde, évidemment. Enfin, vous connaissez ce fameux phénomène-là. Moi, j'ai notamment pas mal insisté sur la question d'avoir le point de vue, le regard, au moins sur les sujets qui les concernaient, des enfants et des jeunes. Alors, les jeunes, c'est souvent une question qui revient, mais les enfants, puis souvent quand on parle des jeunes, on pense aux grands, quoi, hein, aux 17, 25 ans, que quand même, ils commencent à pouvoir dire des trucs. Nous, on a réussi un peu, modestement, à au moins comparer, confronter les inventions qui sortaient des réunions des adultes à des groupes d'enfants, à des groupes de collégiens pour avoir un contrepoids, au moins un contre-pouvoir de ce qui allait de. Parce qu'il y avait un côté machine hein, quand même, on avançait de réunion en réunion. Petite anecdote là-dessus, parce que j'y crois profondément à ce truc-là, et pas sous la forme conseil municipal des enfants, etc. De la parole directe sur des sujets concrets. Par exemple, le groupe d'adultes, ils avaient identifié qu'à tel endroit, dans telle cité, ah là, là, les pauvres, ils n'ont pas de parc pour enfants, on va leur faire un parc pour enfants. Quand on est allé voir un groupe d'enfants pour leur faire le retour de ça, très vite, les enfants ont dégommé le truc en disant, ah bah non. Moi-même, le premier, j'étais étonné. Je me disais, bah merde, les enfants veulent pas de parc pour enfants, je comprends plus rien. Et ils nous ont dit, bah non, parce que si vous nous faites un parc, vous, là, les adultes, vous allez nous mettre un toboggan, un tourniquet, un truc on sera obligé de faire du toboggan, du tourniquet. Nous, ce qu'on veut, c'est un espace à nous où on peut inventer nos propres jeux. Voilà, donc ça, c'était les petites réflexions d'enfants intéressantes qui permettent, y compris aux agents techniques, de se dire, ah merde, peut-être la manière qu'on a de faire habituellement ce genre de truc, il faut le penser différemment. Donc on a réussi un peu modestement à essayer de changer un peu la sociologie de la participation de ces réunions. Euh, et puis, on s'est quand même pas mal interrogé, pour revenir sur la question initiale, en tant que centre social, d'être à la co-construction de la méthode. Parce que bah, on a cette image des centres sociaux un peu lieu de service, paramunicipal, très subventionné. Donc, à quel endroit on met le curseur, quoi? Est-ce qu'on est du côté de la ville? Est-ce qu'on est du côté des habitants? Où est-ce qu'on se situe dans cet entre-deux, quoi? Donc ça a été, voilà, on a quand même décidé d'y aller sur cette aventure-là, qui était enrichissante parce qu'il y avait une démarche quand même assez honnête, assez sincère de part et d'autre. On sentait une volonté de bien faire de la part des élus, une volonté de bien faire de la part des agents qui sont venus nous chercher pour faire un peu le chien dans un jeu de qui, quoi, des habitudes d'instances participatives. Je vais peut-être pas être beaucoup plus long sur ce premier temps, je reviendrai après sur les suites. Super, merci beaucoup François. Marie Bouchon, du coup, au CSC de Poitiers, oui, des 3 cités à Poitiers. Vous avez eu l'occasion d'utiliser le droit d'interpellation qui, si je ne me trompe pas, a été mis en place par la collectivité dans le cadre d'un travail d'accompagnement d'une association de locataires. Par rapport justement à ce qui est proposé par la collectivité, est-ce que vous avez senti que vous aviez euh, une pleine reconnaissance, une pleine légitimité
dans l'accompagnement de cette association et que le travail qui était mené allait pouvoir aboutir en faveur de l'association de locataires, ou est-ce que vous avez eu l'impression de parfois devoir prendre des chemins aussi un peu détournés pour peut-être se faire entendre différemment, ou aussi sortir de parfois dans les dispositifs ou en tout cas dans les décisions liées à la rénovation urbaine, etc. On a une sensation que tout est décidé à l'avance. Donc voilà, on voulait vous entendre sur ce sujet-là. Ouais. Alors, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis très contente d'être là. Donc effectivement, on porte depuis 15 ans un projet qui vise au développement du pouvoir d'agir des habitants. Peut-être ce qui est important de dire au démarrage, c'est qu'est-ce qu'on défend à travers ce projet, parce que Marie en parlait tout à l'heure, on est très souvent sur les questions de participation dans une espèce d'injonction très normative où les gens, en plus d'être pauvres et d'être quelque part responsables des difficultés qu'ils vivent, et ben, en plus, c'est pas des bons citoyens et il faudrait qu'ils participent de la bonne manière sur les bonnes questions en proposant les bonnes réponses. Enfin, voilà. Donc, on est quand même, enfin, c'est très fréquent ce discours-là, même s'il n'est pas clairement dit sous cette forme-là, il est très souvent induit. Et donc, moi, je trouve que c'est important au départ de partir de qu'est-ce qu'on défend et qu'est-ce qu'on vise en fait. Nous, au Centre socioculturel des Trois Cités, ce qu'on vise, enfin, ce qu'on défend, c'est l'idée qu'on trouve que ça renforce, c'est encore une injustice sociale et épistémique de plus, que les personnes concernées par les problèmes soient exclues des espaces de décision qui les concernent, de décision, de réflexion, d'analyse, enfin voilà, sur les problématiques qui les concernent. Et que non seulement c'est injuste, mais en plus c'est contre-productif parce qu'on se prive d'un savoir qui est essentiel pour comprendre les problématiques et pour du coup trouver des solutions viables et efficaces. Voilà. Donc, la décision qu'on a prise, nous, enfin, la question qu'on s'est posée, c'est de dire, à partir de là, comment nous, en tant qu'association de quartier, qui dispose d'un certain nombre de moyens financiers, humains et autres, on se met le plus possible au service des habitants du quartier, là où c'est important pour eux et de la manière dont ils souhaitent s'en saisir. Voilà. Euh, et donc, dans ce cadre-là, on passe beaucoup de temps à entendre les problématiques et puis à, à soutenir la mise en œuvre, la mobilisation, des initiatives de différents collectifs. Donc, effectivement, pour en revenir plus spécifiquement sur le logement, alors les questions de logement, elles sont très nombreuses, il y a énormément de problématiques différentes. Mais il y a plusieurs collectifs, certains concernant un immeuble en particulier, d'autres plus larges sur le quartier, qui se sont saisis de ces questions-là et qu'on a soutenus dans différentes actions. Donc, ce n'est pas des associations de locataires, c'est des collectifs informels, enfin en tout cas qui sont structurés quand même, mais qui n'ont pas de statut associatif. Et pour certains qui ont réussi à se faire une place aux côtés des institutions, à négocier et à s'imposer en fait, hein, de manière parfois, enfin voilà, en utilisant différentes stratégies, mais de fait qui ont réussi au fil des années à se faire entendre et à avoir une place, on va dire reconnue, même si fragile, auprès des institutions, notamment du bailleur, de la municipalité, etc., sur les questions de logement, d'aménagement de l'espace public. Et puis ensuite, on change de municipalité, de collectivité, et les nouveaux élus mettent en place un droit d'interpellation. Et j'avoue que sur les premières questions, enfin les premières réunions d'infos, mon questionnement c'était est-ce qu'une fois de plus, en mettant en place un nouveau dispositif, euh, on n'est pas dans une tentative de normaliser et d'institutionnaliser des modes de mobilisation qui peuvent prendre des formes très très diverses, qui n'ont pas vraiment. euh, Nous, on accepte des formes d'action et de mobilisation très diverses et on se rend compte que c'est ça qui permet
à un plus grand nombre enfin, à ceux qui le souhaitent de s'inscrire de la manière dont ils souhaitent dans ces actions, enfin, en étant le moins formalisé possible et en s'adaptant le plus possible à différents modes d'action et d'intervention, quoi. Donc, en fait, une crainte qu'on a vue assez vite, c'est de dire dans quelle mesure ce nouveau dispositif va pas institutionnaliser des collectifs. Pour peut-être donner des infos, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, le droit d'interpellation, il en existe différentes formes, j'imagine, enfin en tout cas dans des cadres différents. À Poitiers, ce qui s'est mis en place, il y avait trois niveaux en fait d'interpellation possibles. Le premier, je crois que c'était donc déjà il faut que ce soit sur des sujets des compétences de la ville. Le logement social, on était déjà un petit peu à côté, mais bref, on a trouvé les habitants ont trouvé une piste après, mais euh, donc, donc il faut formuler des revendications qui sont de la compétence de la ville. À 50 signatures, il y a, je crois, une réponse, enfin une réunion organisée dans les 3 semaines par les élus euh, en charge de ces dossiers avec un compte-rendu public. Au-delà de 900 signatures, il y a enfin les pétitionnaires sont reçus en conseil municipal. Donc, c'est ce qui s'est passé là pour les locataires qui ont reçu 1100 signatures à leur pétition. Et puis, je crois qu'il y a un autre palier qui doit être au-delà de 3000 avec la question de l'organisation d'un référendum euh, local. Voilà. En gros, c'est ce dispositif-là. Et nous, on s'est dit, bah, en même temps, actuellement, il y a on accompagne plein de collectifs, pas uniquement sur le logement. Et il y a beaucoup de collectifs qui arrivent déjà à interpeller les élus, qui arrivent déjà à se faire une place comme ça. Est-ce que ça va pas être limitant pour eux de devoir finalement à obtenir 50 ou 900 signatures pour avoir ce droit-là? Donc, on s'est assuré ça auprès des élus que c'était bien un droit en plus, mais que ça n'allait pas remplacer d'autres modes de mobilisation déjà existantes. En tout cas, c'était important pour moi de pointer cette ambivalence dont Marie a déjà parlé un petit peu en préambule, mais euh, de dire attention, parce qu'on a vu sur les questions des conseils citoyens, des budgets participatifs, quand perd dans le sens en fait de pourquoi on veut associer les personnes, qu'est-ce qui est important, pourquoi on veut les entendre, pourquoi on pense qu'elles ont quelque chose à apporter au débat public et à la politique publique, au lieu d'être dans cette question-là, eh ben, l'objectif devient la mise en place d'un dispositif et on perd le sens en fait. Enfin, c'est un des risques en tout cas de perte de sens et de normalisation de modes de participation qui doivent être très divers pour permettre au plus grand nombre, sous différentes formes, d'interpeller euh, les décideurs sur les questions qui les concernent. Voilà, je vais m'en tenir là pour l'instant. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous trois pour cette première séquence. Ludovic, est-ce qu'on a des questions dans le chat qui sont ressorties? Et on a 5 minutes pour prendre quelques questionnements et ensuite je céderai la parole à Charlie. Merci Laetitia. Alors non, il n'y a pas de questions explicites. Il y a eu des échanges autour du contrat d'engagement républicain notamment. Voilà, donc je ne sais pas si certains intervenants veulent rebondir sur les échanges qu'il peut y avoir à ce sujet-là. Voilà le risque pour certaines associations de... François et Marie veulent réagir visiblement sur cette question. Donc je vous laisse prendre la parole tous les deux. Non, ça va pas faire avancer beaucoup le schmilblick, mais juste dire qu'au niveau des centres sociaux, on a un peu on a un peu regardé à côté, quoi. C'est-à-dire que cette histoire vu qu'on est un gros réseau, nous, c'est les fédés qui le signent pour nous. Donc, l'impact, et le débat et l'échange, il se fait moins au niveau de chaque structure qu'à un échelon fédéral. Ce qui permet un peu de mettre sous le tapis l'interrogation. Mais ce qui empêche pas d'avoir des débats entre professionnels ou avec certains habitants de la gouvernance. Mais par contre, on sent une injonction de plus en plus forte, notamment sur, moi, mes collègues, ils reviennent de quasiment chaque réunion, peu importe l'ordre du jour avec la CAF, avec l'injonction à afficher dans nos bâtiments la charte de la laïcité. Donc on sent quand même une inflexion des pouvoirs publics pour serrer un peu la vis, quoi, sur ces questions-là.
Mais après, j'ai regardé les débats dans le chat. On n'en est pas encore à se dire aïe 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 aïe, on va se faire allumer sur notre subvention de fonctionnement. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça travaille pas les esprits, et c'est surtout les phénomènes, ce qu'on échange énormément entre collègues, c'est pas tant les effets concrets, réels de perdre telle ou telle subvention, c'est plutôt les phénomènes d'autocensure qu'on s'auto-inflige en se disant, ah mais est-ce que sur ce truc-là, et ça va aller y compris sur des trucs tout bêtes de, est-ce qu'on a le droit de faire un groupe avec que des femmes? Ce qui, moi, me semble une évidence professionnelle de faire un groupe non mixte pour traiter de questions où il y a même des projections débats où moi je sors de la salle en disant, Mesdames, je me barre, quoi. Vous êtes entre vous, c'est un sujet féministe, c'est logique. Mais bah, il peut y avoir le débat entre professionnels de est-ce qu'on a le droit, quoi. Enfin, je peux réagir rapidement, mais il y a quand même un gros travail qui est produit aujourd'hui par l'Observatoire des libertés associatives, je crois que ça a été cité dans le chat, mais qui documente de manière très exhaustive la manière dont, en tout cas, ce contrat-là contribue à un durcissement des relations entre pouvoir public et associations. Moi, et je le vois concrètement, en tout cas, dans les quartiers sur lesquels je travaille, et même dans les quartiers sur lesquels je ne travaille pas. Enfin, je pense par exemple au fait que ce contrat-là, il restreint parfois le spectre des actions qui sont considérées comme acceptables ou pas. Je pense à, si je me trompe pas, parce que c'est pas un quartier sur lequel j'ai travaillé, mais à Poitiers, les Amis de la Terre se sont fait retoquer après avoir proposé une formation à la désobéissance civile, sous prétexte que ça aurait été un trouble grave à l'ordre public. N'hésitez pas si vous avez un meilleur souvenir que moi là-dessus. Et moi, par exemple, je pense au Sanitas à Tours. Je travaillais notamment sur un groupe qui se mobilisait sur des enjeux de racisme institutionnel et qui, par exemple, ont eu des débats pendant des semaines et des semaines sur parce que le centre social leur prêtait, donc le centre social subventionné par les collectivités leur prêtait une salle de réunion toutes les semaines, ils se demandaient comment reformuler ce sur quoi ils se mobilisaient, tant ils avaient peur que le contrat d'engagement républicain, alors même qu'ils ne recevaient pas de subvention, puisse avoir des effets sur le prêt ou non de ressources matérielles. Et je me souviens aussi d'un certain nombre de... Il y avait eu un consortium d'associations qui, eux, recevaient des subventions de la politique de la ville, qui avaient été contraints de signer une charte de laïcité, alors même qu'ils avaient déjà obtenu leur subvention. Mais donc, en cours de mission, ils avaient été contraints de la signer. Et donc, ils s'étaient mobilisés et avaient proposé de la réécrire, etc. Et en fait, c'est une histoire qui a duré des semaines, des mois, et certaines ont finalement renoncer à leur subvention. Donc ça a quand même des effets à la fois symboliques de comment est-ce qu'on parle de nos luttes, comment est-ce qu'on les construit, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas, où est-ce qu'on peut être disqualifié en tant que groupe et individu. Mais ça a aussi des effets matériels très concrets de prêt de salle, de ressources allouées, etc. Alors Marie, je vous laisse réagir, enfin Marie Bouchon du coup, je vous laisse réagir en quelques minutes si besoin. J'ai vu qu'il y a plein de questions qui sont apparues dans le chat, mais malheureusement, il faudra qu'on passe à la séquence 2 assez rapidement. Ceci étant, c'est des questions qu'on pourra aussi reposer par la suite, je pense. Euh, alors, ouais, il faut que je trie mes idées aussi, mais peut-être une réaction sur le fait qu'effectivement, oui, on est dans un contexte, il y a des tensions politiques et on est dans un environnement particulier qu'il faut prendre en compte au moment de s'engager dans une démarche et dans un projet. On a pesé. Moi, je sais, je peux parler juste de l'association dans laquelle je travaille. Je crois que ce qui m'aide vraiment, moi, c'est qu'il y a un projet politique très fort qui est porté de manière très forte par les administrateurs qui sont, pour 99% d'entre eux, des habitants du territoire qui vivent, qui sont aussi concernés par les situations qu'on traite au quotidien. Donc ça, c'est une chose. On s'est retrouvé très vite, par exemple, on a soutenu pendant des années des habitants qui sont mobilisés dans le cadre de la réhabilitation de leurs bâtiments, euh, qui étaient complètement mis de côté dans le projet de réhabilitation et qui sont organisés pour écrire un contre-projet, en fait. Et je vous passe un peu tous les détails, mais ils ont notamment réussi à construire à mettre en place un centre de santé
au terme de 10 ans de travail dans ce bâtiment. Et en fait, on a été accusé par la municipalité à ce moment-là. Enfin, il y a eu des tensions très, très, très vives entre notre association qui soutenait ce collectif d'habitants et on s'est fait interpeller par des élus en disant, mais depuis quand les centres sociaux travaillent sur la question de la santé? Voilà, vous n'êtes pas attendu là-dessus, vous n'avez pas de financement là-dessus. Et en fait, nous, notre posture, elle est toujours la même, c'est de dire, nous, on ne travaille pas sur la santé, sur le logement, sur des questions particulières. On soutient, notre rôle, c'est d'être au service des habitants d'un quartier et on soutient les habitants sur les questions qui sont importantes pour eux. Et c'est subtil, mais c'est une nuance qui est importante à faire parce que du coup, ça légitime de fait notre action. Charlie, je te laisse la parole sur la séquence 2 de notre visite. Bon, du coup, on est déjà sur un peu des sujets sur lesquels on voulait vous faire parler dans nos prochaines séquences, mais c'est bien comme ça fait du lien entre les séquences. Du coup, notre deuxième question pour vous, c'était vraiment de venir voir comment les mobilisations, bah, Marie et François, vous en tant que centre socioculturel, structure tierce entre les institutions publiques, les habitants, habitantes qui se forment en collectif ou en association. Comment, du coup, vous placez vis-à-vis de ces mobilisations, quel est votre rôle, le rôle que vous jouez à travers ces mobilisations et quelles en sont les conséquences, les éventuels coûts, on en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, quelles conséquences ça a sur vous, sur votre structure et aussi sur les collectifs qui sont accompagnés en termes d'impact, aussi de transformation des modes d'action des collectifs que vous accompagnez. Voilà, Marie Bouchamp. Du coup, pour toi, au centre socioculturel des Trois Cités à Poitiers, quelle place le centre socioculturel prend en tant que tiers auprès du collectif de locataires, notamment, que vous avez accompagné, et quel rôle il a joué dans sa structuration progressivement et dans sa reconnaissance, notamment aux yeux des pouvoirs publics, des institutions. Hmm. Alors, je suis désolée, je crois que je n'ai pas très bien suivi le truc. J'ai déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure, donc je vais essayer de ne pas faire de redites. Euh, Encore une fois, quel rôle on joue? Nous, notre position, c'est de dire on est un outil au service des habitants du territoire. Et donc, on va sur les questions qui sont importantes pour les personnes. Sans être expert de ces questions-là, moi, quand j'ai commencé à accompagner des collectifs de locataires il y a 15 ans, je connaissais absolument rien sur les questions de logement. On a abordé on a porté des mobilisations sur les questions d'emploi, de prévention de l'entrée dans le trafic de drogue, enfin sur des questions où je suis pas du tout, sur lesquelles je suis pas du tout spécialiste, quoi. Euh, mais notre question, c'est de dire comment nous, on est le plus utile possible aux habitants du quartier. Donc on va, et notamment à ceux qui sont le plus exclus de ces espaces de décision, de ces espaces de réflexion, donc qu'on entend le moins, qui sont le plus en difficulté, qui vont être, voilà. Euh, donc ce soutien aux habitants, il va prendre plusieurs formes. Mais déjà, ça va être, on a vraiment développé beaucoup d'actions d'écoute, de présence dans l'espace public, de porte à porte, en tout cas d'écoute pour être déjà très présent au quotidien euh, auprès des habitants du quartier, d'aller écouter ce qu'ils ont à dire, repérer des nouvelles préoccupations qui émergeraient ou des nouvelles tensions, des nouveaux sujets qui seraient problématiques, etc., y compris celles qui nous paraissent un petit peu peut-être un petit peu anecdotique ou enfin voilà, de porter cette attention-là de manière collective. Et puis ensuite, en fonction des sujets, des priorités, de l'actualité, de la colère, enfin voilà, proposer aux personnes de se retrouver, de se rassembler. Alors nous, on prône vraiment la non-mixité, au moins pas comme une fin en soi, mais comme une étape nécessaire à la construction d'un savoir basé sur l'expérience qui va permettre ensuite d'aller travailler auprès d'autres acteurs. Mais comme comment dire,
une étape essentielle au rétablissement d'un équilibre ou d'une justice, en tout cas, d'une égalité ou d'une équité entre les groupes, en fait. Hein. On a des professionnels, on a des institutions qui critiquent l'entre-soi des habitants des quartiers, mais qui en font beaucoup. Je veux dire, on en fait tous beaucoup. On se retrouve là entre nous. Je ne suis pas sûre qu'on soit un groupe très hétérogène d'un certain point de vue. Donc, pour discuter entre nous, pour analyser, voilà. Et en fait, les personnes qui vivent les difficultés, qui subissent la privation d'emploi, la pauvreté, etc., n'ont pas ces espaces-là d'analyse, de construction, ou très peu. Et quand on leur demande leur parole, c'est souvent de la parole individuelle. Or, cette construction d'une parole collective de fait politique, elle passe par un entre-soi. Enfin, nous, on défend l'idée qu'elle passe par de la non-mixité dans un premier temps. Donc, on invite dans un premier temps les personnes concernées directement par la problématique qu'on va traiter. Et en fait, on leur propose, alors c'est pas très long, hein, ça se fait en une séance, mais euh, de comprendre le problème à partir de leur expérience et puis de tirer les fils de l'analyse collective à partir de ça. Et ça amène tout de suite à une politisation des choses. Je vais donner juste un exemple. Il y a un des premiers collectifs Juste de... un dernier exemple et après, vas-y pour l'exemple et après on C'est passe à juste François. pour illustrer ce passage de l'individuel au collectif, mais il y a beaucoup de locataires qui disaient ce qui est insupportable au quotidien pour nous, c'est le bruit, c'est d'entendre tout ce qui se passe chez nos voisins, etc. Ça crée des conflits, ça crée du mal-être, il y a des problèmes de santé, etc. parce qu'on dort plus. Enfin voilà. Et en fait, c'est un sujet comme ça qui est traité, le bruit, mais qui est traité que de manière individuelle, où on envoie des médiateurs, comme si, encore une fois, les gens étaient la seule cause des difficultés qu'ils rencontraient. Et puis, on parle voilà, de bien vivre ensemble, de respecter ses voisins. Donc, ce serait encore une fois aux gens de faire des efforts. Et bien, ces personnes-là, certains subissaient le bruit, certains en étaient les auteurs, mais quand ils se sont rencontrés, qu'ils ont cherché ce qui les unissait, c'était quoi le problème commun, en fait, qu'ils avaient sur lesquels ils voulaient agir? Ben, ils ont pointé le manque d'isolation phonique dans les bâtiments. Et on voit bien qu'en l'espace d'une heure, on passe de sujets qui sont traités habituellement individuellement à un sujet qui devient éminemment politique, avec d'autres personnes potentiellement responsables qu'on peut mettre autour d'une table pour discuter du problème autrement. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup Marie. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis sur voilà en quoi les centres sociaux peuvent apporter cet espace et progressivement construire une parole qui va plus servir que si on fait d'autres temps de façon différée en mettant pas les bonnes personnes autour de la table et en choisissant pas le bon contexte pour les réunir. François, de ton côté, quel rôle vous avez joué en tant que centre social, en tant que centre socioculturel, en tant que structure qui fait alliance avec un collectif d'habitants, habitantes, et quels impacts ça a eu sur l'écosystème du quartier et sur les habitants en termes de dynamique du quartier? Peut-être pour faire le lien avec ce que dit Marie sur le papier, c'est la définition d'un centre social. C'est si on prend, y compris la circulaire de la CNAF, y compris des injonctions institutionnelles, normalement c'est à ça que ça doit servir un centre social. Sauf que ce truc-là, qui est censé être une évidence pour, en tout cas dans les textes, bah, c'est pas si simple que ça. Parce que les années 90, 2000, enfin je vais pas refaire tout l'historique des centres sociaux, ont quand même vachement institutionnalisé nos équipements, nos affaires, nos équipes, la professionnalisation, etc., des animateurs, a aussi amené à être beaucoup plus dans une logique de service, voilà, nous, l'image qu'avait le Centre culturel de la Montagne Verte pendant, il y a quelques années, en tout cas, si je remonte, je sais pas, 10 ou 15 ans en arrière, c'était un lieu de service, quoi. On faisait des trucs pour les enfants. Si t'avais pas d'enfants, pourquoi pousser la porte du centre social, etc. À part quelques catégories de la population qui venaient faire un cours de couture, un cours de cuisine, etc. Donc, j'ai envie de dire, la première logique, quand on s'est laissé embarquer dans cette affaire de projet de territoire, c'était de continuer notre changement d'image et le changement de représentation. Revenir à l'essence même de ce que doit être un centre social, c'est-à-dire un outil au service des habitants. La définition, je ne sais plus comment on l'écrit là dans nos statuts, c'est un foyer d'initiative d'habitants appuyé par des professionnels. Je crois que c'est ça, hein, la phrase. Du coup, la place du tiers dans ces affaires-là d'engagement des habitants pour le quartier, c'est censé être évident, mais ça ne l'est pas.
Du coup, de s'être laissé embarquer dans cette affaire, pour l'instant, moi, je vois que des bénéfices. Dans la troisième séquence, vous verrez que je vois les risques et les dangers qu'on encourt à avoir fait ça. Mais le premier bénéfice, il a été interne. C'est-à-dire que on est, je vais pas vous raconter pareil toute la vie du CSC, mais on est quand même 30 salariés, 17 équivalents temps plein. Et ce qu'on se raconte là, c'est un peu mon sujet, quoi. Il y a des collègues qui regardent ça de loin, qui sont pas si acculturés à la question de l'éducation populaire au sens pur du terme, c'est-à-dire l'émancipation par l'action collective d'habitants pour leurs conditions de vie. Du coup, d'abord, un outil qui a permis de remettre un peu l'église au centre du village, sans mauvais jeu de mots sur la charte de la laïcité, dans notre fonctionnement. Un bénéfice énorme vis-à-vis des habitants. C'est-à-dire que il y avait notamment des habitants très militants, pour faire le lien avec ce que pourra raconter Marie, qui étaient engagés sur les questions de mobilité, par exemple, sur des enjeux écologiques assez forts, et qui mettaient, enfin, qui n'avaient pas de lien avec le centre social. Quand d'un seul coup, on a commencé à leur dire, bah, venez, puis si vous voulez une salle pour vous réunir en tant que collectif, voilà une salle, là les clés, vous voulez des photocopies, pas de problème. Enfin, les enjeux hyper concrets d'organisation, d'auto-organisation du collectif, qui derrière se sont mis dans l'affaire du projet de territoire pour défendre leur bataille politique dans leur vision du quartier. Euh, Troisième truc, c'est aussi un changement de regard vis-à-vis des agents de la collectivité, qui avaient tendance à nous voir comme des courroies de transmission de politique publique, sympa ou pas sympa, peu importe, mais en tout cas, quand on veut faire des trucs, et ben, on demande au centre social quel rôle il peut jouer là-dedans, etc. Et du coup, ils ont mieux compris notre philosophie de fond. Voilà, moi j'aime beaucoup la phrase du président de la Fédé nationale des centres sociaux. Il a une formule qui est très fine et qui est très juste et qui se résume bien. On est contre tout contre les pouvoirs publics, les centres sociaux. On est avec, évidemment, on est tellement subventionné, etc. Mais on est aussi contre parce que bah, quand on veut être du côté des habitants puis que ça va pas, ce que fait les pouvoirs publics, on va quand même plutôt naturellement se positionner du côté des habitants. Et puis, dernier truc que je voulais vous dire sur ce que ça a créé d'hyper intéressant là, de mon regard. Moi, dans mes missions, j'ai le pouvoir d'agir des habitants. J'ai aussi l'animation du partenariat, donc le lien entre associations. Ça fait partie de mon job. Ça a créé des alliances qui n'auraient pas vu le jour avant. Le fameux collectif assez écolo, etc. Au début, ils voulaient refaire toute une place, etc. Puis il y avait un bâtiment qui les emmerdait pour refaire la place. Bon, le bâtiment était la mosquée. En se disant, bah, c'est pas grave, ils la mettront ailleurs, quoi. Sauf qu'ils n'avaient pas l'historique que les associations, les générations d'habitants qui s'étaient engagés pour la construire, cette mosquée, depuis 30 ans, et bah, pour eux, c'était pas juste un équipement, quoi. C'était aussi une aventure. Et ben maintenant, d'avoir vécu des temps de confrontation d'idées, des temps de compromis, bah, ça fait partie de ces forces qui vont tout simplement bah, co-organiser une fête de quartier, co-organiser des temps pour le quartier. Donc ça a créé des liens sociologiques qu'auraient sans doute jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu ces moments de débat et de confrontation. Donc, je crois voilà, on a d'avoir joué le jeu, on a changé l'image du centre social, on a créé des alliances nouvelles et on a fait venir dans nos aventures, y compris l'un ou l'autre, hein, on n'a pas forcé la main, qui sont engagés dans notre conseil d'administration, ce qui est super parce que ça change aussi la physionomie de faites des trucs pour les enfants et les jeunes à faisons des trucs globalement pour les habitants. Merci François. Ouais, vous avez vraiment joué un rôle pivot entre plusieurs acteurs et vous avez permis de vraiment de créer du lien sur le quartier à travers vos actions. Merci. Marie Zigerman, au regard de ce qu'ont dit là François et Marie Bouchant, et au regard aussi des travaux que vous avez menés sur cette question, comment ça vous fait réagir et comment vous observez, vous, le rôle de ces tiers, de ces structures tierces dans la fabrication et la montée en légitimité des revendications et des mobilisations citoyennes. Donc, je vais essayer d'être un maximum complémentaire. C'est vrai que quand on travaille sur l'action collective en quartier populaire, déjà, il me semble qu'une donnée fondamentale, c'est qu'on voit que les mobilisations habitantes, elles se construisent rarement seules. Et donc, elles s'inscrivent dans des écosystèmes militants
locaux qui préexistent aux projets, aux dispositifs de participation, qui sont composés de tout un tas d'acteurs. Et donc, effectivement, ces dispositifs-là, ces politiques-là agissent sur ces alliances et ces coopérations. Et en fait, ce qui est intéressant, et tu l'as rapidement évoqué, François, à nouveau, ça s'inscrit dans un contexte très précis de transformation et de l'action publique et du monde associatif. On a une forte professionnalisation du marché de la participation. Il y a eu tout un tas de travaux là-dessus sur les nouveaux acteurs, les nouveaux professionnels de la participation qui arrivent et s'articulent aussi avec la marchandisation du monde associatif, avec l'essor des appels à projets et avec donc des associations aujourd'hui qui sont concentrées dans l'énergie, enfin qui dépensent une énergie considérable dans la réponse à ces appels à projets. Et dans le même temps, une baisse importante des financements des associations qui vont encore plus les fragiliser. Et je dis ça en fait parce que là, on a principalement parlé des tiers, centres sociaux, régies de quartier, etc. Mais en fait, moi, je vois d'autres tiers aussi dans les quartiers sur lesquels je travaille. C'est les tiers associatifs. Moi, dans ma thèse, j'appelle ça le gouvernement associatif des publics vulnérables. En fait, quand on part du principe que les classes populaires, ce sont des classes sociales extrêmement diversifiées, dans lesquelles il y a des fractions qui sont plus vulnérables que d'autres, sur tout un tas d'aspects, en fait, il y a des groupes militants qui sont issus des fractions plus privilégiées, qui peuvent venir, eux aussi, administrer, en tout cas, bouleverser, transformer les alliances qui préexistent à ces politiques participatives. Donc, pour être très, très concrète, c'est des groupes qui, de manière assez parallèle aux centres sociaux, par exemple, vont s'inscrire dans une position d'interface extrêmement fragile. Donc, ils vont eux aussi parfois être rémunérés dans le cadre de missions. Alors, je pense par exemple justement aux questions de logement, dans le cadre de politiques de relogement, par exemple. Et donc, on va leur demander d'accompagner dans des tours, des relocalisations, des déménagements. On va leur demander de contribuer à faire accepter aussi le projet à tout un tas de locataires. Et donc, ils vont jouer un rôle central, mais ils vont devoir naviguer entre plusieurs logiques contradictoires. Donc, ils vont devoir à la fois préserver les relations qu'ils entretiennent avec les institutions et qui conditionnent leur accès à certaines ressources financières. Donc, il y a ça aussi. Ils vont devoir essayer de protéger leur structure, etc. Et en même temps, ils ont pour objectif aussi de protéger les habitants un maximum, de faire entendre leur voix là où ils ont l'impression qu'elle n'est jamais audible. Et donc, ils vont essayer d'accompagner les habitants à comprendre les rapports de force, à maîtriser aussi les dispositifs, les outils participatifs juridiques qui peuvent être intéressants. Ils vont leur transmettre des savoirs organisationnels, ils vont les aider à médiatiser aussi certaines luttes. Moi, c'est ce que j'ai vu par exemple à Grenoble. On a un groupe de community organizing, par exemple, qui donc de non-habitants pour une majorité, qui se sont déployés sur le quartier, donc ils sont vraiment mobilisés pour les habitants du quartier, mais qui viennent avec des ressources financières qu'ils obtiennent, bon, je sais pas, mais de diverses manières, dans le monde philanthropique, rarement public, hein, mais plutôt du monde philanthropique, mais bon, voilà, qui amène, qui bouleverse un petit peu, qui vient en tout cas bouleverser la manière dont les habitants qui sont en première ligne définissent leurs enjeux, leurs problématiques, leurs luttes. Et donc, parfois, on a des groupes qui vont se placer dans une sorte de logique un peu concurrentielle avec les institutions, parce qu'ils critiquent très fortement les dispositifs et leur inefficacité. Ils vont mettre en place leurs propres dispositifs pour contester le fonctionnement des institutions. Mais c'est des dispositifs qui vont quand même répondre à ce dont je parlais dans la première séquence, donc aux normes, aux injonctions de respectabilité. Donc voilà, on navigue un peu entre plusieurs exigences et on va avoir des revendications habitantes qui sont traduites dans un langage plus institutionnel, plus administratif, dans des formats un peu différents. Donc, ils vont avoir tendance à, par exemple, beaucoup plus utiliser les dispositifs de participation, typiquement le droit d'interpellation, par exemple, que ne le faisaient les mobilisations avant leur arrivée. Et donc, voilà, ça va contribuer à reformuler les conflits dans des catégories relativement plus compatibles avec l'action publique. Et il va y avoir effectivement, alors c'est pas forcément négatif, parce que ça va renforcer aussi, et ça on va en parler
la troisième séquence aussi, mais en fait, ça renforce aussi les groupes avec tout un tas d'outils, de stratégies qui n'auraient pas forcément investi avant leur arrivée. Et en même temps, à certains endroits, ça éloigne certains militants de leurs pratiques et de leurs intuitions militantes, on va dire. Et donc, ça contribue au rapprochement entre certains groupes. Entre certains groupes, on va avoir par exemple parfois des habitants qui vont faire défection au dispositif de participation, qui vont être récupérés par des groupes qui s'opposent plus frontalement à la municipalité. Et donc, ça va contribuer à une certaine politisation de ces individus-là qui vont s'engager dans des groupes non intégrés au jeu institutionnel, mais des groupes militants. Et donc, ça va quand même prolonger leur engagement. Et il va y avoir voilà, des logiques de fracture et de concurrence entre les groupes militants dans les territoires. Donc, c'est important, je trouve, de rappeler que les intermédiaires, c'est pas uniquement les centres sociaux, les régies de quartier, ça se passe aussi, il y a aussi des processus internes au monde associatif. Et à nouveau, occuper cette position d'interface, c'est absolument pas neutre et ça questionne aussi sur la fonction d'encadrement que ces groupes-là peuvent occuper. Merci Marie. Oui, tu fais bien de le rappeler sur le fait qu'il n'y a pas que les centres sociaux en tant que, qui ont une place aussi d'intermédiaire entre les différentes parties prenantes. Merci à tous les trois. Hélène, je te laisse la main pour relayer les questions. Oui, alors il y a eu deux questions explicitement pour Marie, je pense que c'est pour Marie Zegirman Gouzou. Euh, Où situez-vous les classes moyennes dans vos réflexions? Et puis une autre question plus de détail, à quel exemple à Grenoble faites-vous référence? Et deux autres questions qui se posent, une question de posture de Jarda. Comment se positionner quand on est animateur de quartier au sein d'une collectivité, au sein d'une institution? Comment trouver une juste place entre projet politique et besoins et envies des habitants? Quand on est soi-même dans la collectivité, qu'on on est à ce rôle euh, voilà, quelle posture donc. Une autre question, peut-on aborder la reconnaissance des institutions de ces initiatives, s'il vous plaît? Est-ce que ces initiatives sont reconnues? Est-ce qu'elles le sont à leur juste valeur? Est-ce que le lien qui existe entre institutions et structures porteuses d'initiatives est solide? Donc une question qui était apparue, si je ne me trompe pas, au moment où François expliquait un peu la question du centre social de la Montagne Verte, ou est-ce que ces liens sont fragiles et enfin, est-ce qu'ils sont pérennes? La question de la fragilité du temps. Si, si l'un de vous veut commencer par répondre. Je peux commencer rapidement. À quel exemple à Grenoble faites-vous référence? Donc moi, je travaille principalement sur la Villeneuve et donc je travaille sur notamment un groupe de community organizing qui se déploie à la Villeneuve et qui a plusieurs fois utilisé l'outil d'interpellation sur le projet en rue, à propos du projet en rue à la Villeneuve, et qui a notamment aussi créé un RIC interne au quartier pour concurrencer justement ce droit-là qui s'était révélé inefficace. Quelles sont la question sur les classes moyennes, hein, j'ai Alors, pas, où j'avais pas, situez-vous les mais classes moyennes dans vos réflexions? bon, alors évidemment, les frontières entre classe populaire, classe moyenne, classe supérieure, elles sont évidemment pas imperméables les unes aux autres, effectivement. Et c'est pour ça que moi, il me semble très important de pas homogénéiser les quartiers, de pas homogénéiser les classes populaires. Et donc, de fait, moi, j'essaie de travailler un petit peu le rapprochement entre les fractions supérieures des classes populaires, qui sont les catégories les plus dotées en ressources. Donc, c'est souvent, en l'occurrence, dans les groupes militants, le
profil un peu type, c'est souvent des femmes, souvent à la retraite, des femmes blanches souvent, qui ont parfois été, qui ont travaillé souvent dans les secteurs de la santé ou du parapublic, qui ont souvent occupé des fonctions dans l'opposition, souvent dans leur municipalité, qui ont tout un tas de ressources et qui se mobilisent dans une forme, enfin, qui sont aussi marqués assez par la religion, aussi par l'engagement type charité, quoi. Et donc, qui se mettent qui mettent beaucoup à contribution leurs compétences pour l'aide aux devoirs des enfants du quartier, qui vont aussi beaucoup travailler sur le relogement, le logement, qui sont aussi à la CNL, par exemple, ou ce genre de choses. Et en fait, ce que j'essaie aussi de montrer, c'est à quel point elles occupent à certains moments, alors à nouveau, on est sur des positions qui circulent et qui changent selon les contextes. Donc on ne peut pas simplement les réduire à elles collaborent entre guillemets avec les collectivités contre les intérêts des fractions plus vulnérables, ou le contraire. En fait, c'est pas la réalité que de dire ça. En revanche, à certains moments, elles occupent un rôle de pivot et de traduction, en fait. C'est-à-dire qu'il y a presque, on pourrait parler de salariat caché, quoi. Il y a un vrai rôle d'administration des fractions plus vulnérables qu'on va accompagner à accepter les contours de certains projets, qu'on va accompagner à se mobiliser voilà, à partir de certains formats, certains cadres. Et donc, il y a un vrai travail, et je trouve par exemple le travail d'Alexis Spire très intéressant là-dessus, autour des classes moyennes en Europe, où il explique qu'en fait, c'est un groupe social qui a pas vraiment de contours sociologiques très précis, qui est traversé par des divisions internes, mais qui est d'abord construit par le champ politique pour s'adresser à la société tout entière. Et donc c'est un peu des fractions qui sont, qui sont utilisées et qui sont des ressources en fait très intéressantes par les agents publics pour s'adresser aux catégories plus vulnérables, qui parfois utilise un registre plus conflictuel et qui déborde du cadre, notamment là en l'occurrence de la participation. Merci, Marie. Est-ce que si on peut déborder peut-être de 2-3 minutes, vous me dites si c'est OK, pas OK, euh, sur les questions donc, de la bonne posture quand on travaille au sein d'une collectivité, et celle de est-ce que les initiatives sont-elles reconnues, et sur la question de la solidité, de la pérennité des liens entre structures porteuses d'initiatives et institutions. En quelques Euh, minutes, hein. Ouais, je fais très vite. Si ça, pas de frustration, Marie? C'est bon? Tu voulais sur la question de la posture, moi je vais me garder de donner des conseils à un collègue qui travaille en collectivité parce que je maîtrise pas. Moi je travaille juste pour peut-être un peu nuancer ce que disait Marie Z. Nous on a un centre social associatif. On est une association d'habitants de quartier. Alors après, bien sûr, on s'est fait institutionnaliser par la force des choses, etc. C'est la petite nuance, mais à la différence. Mais c'est du coup la question de la posture peut se poser pour les centres sociaux, notamment que je peux connaître, qui sont municipaux, où là, leur chef, bah, c'est un élu, quoi. Peut-être que le seul petit réflexion que je peux pointer là-dessus, c'est la question évidemment de l'éthique professionnelle, de la posture, de se dire que en fait, le boulot d'animateur, c'est sûrement pas d'être porte-parole d'un groupe, quoi. Et c'est de se dire que c'est pas comment vous, en tant qu'animateur territorial dans une collectivité, vous faites le relais de ce que disent les habitants. C'est plutôt dans votre boulot d'animateur, comment vous pouvez essayer de les amener eux-mêmes à organiser leurs propres paroles pour que eux aillent rencontrer les élus, etc. C'est peut-être là que vous pouvez trouver la posture plus évidente. Et puis sur l'autre question, moi j'ai l'impression que notre troisième séquence va y répondre. En tout cas, on va essayer d'y répondre à la reconnaissance, la pérennité, etc. Donc si ça peut faire gagner du temps de timing à Laetitia, Charlie, Hélène, tout ça. Mais j'ai l'impression que cette question-là, en tout cas, moi, j'aurais des éléments à mettre dans la balance. Et merci François, on n'a même plus besoin de faire les transitions entre nos parties. Nos intervenants les font d'eux-mêmes, c'est parfait. Justement, François, qu'est-ce qui est devenu le projet de territoire depuis le changement d'équipe municipale? Et puis, est-ce que, je sais pas, votre place en tant que tiers soutenant d'un collectif d'habitants a changé dans l'image que vous avez auprès de la municipalité, ou comment est perçue
comment sont perçus les habitants aussi avec cette nouvelle municipalité? Alors, je vais essayer de rassembler un peu les choses. La question de la pérennité du projet là, de territoire, ça a été une inquiétude dès le début quasiment. C'est-à-dire comment on essaie d'inventer quelque chose qui soit suffisamment solide pour souffrir d'une alternance. C'est quelque chose que les agents avaient en tête, et c'est quelque chose que les habitants avaient en tête, c'est quelque chose que les associations avaient en tête. Le problème, c'est que, alors, comment on a essayé de faire vivre le truc, c'est on a y compris fait irruption dans la campagne municipale. On est allé chercher les différentes listes de candidates, il y en avait pléthore à Strasbourg, pour leur faire connaître le projet, leur dire à la montagne verte, venez pas réinventer l'eau chaude, ça fait 3 ans que habitants, associations, agents et élus bossent, etc. Là où et puis c'était d'autant plus vrai que quand on a commencé à regarder bien dans les habitants il y en a l'un ou l'autre qui sont engagés politiquement dans une liste ou l'autre, mais ce qui était intéressant c'est ça, c'est que dans les gens autour de la table il y en a qui avaient fait des choix différents. Il y en a qui avaient fait aucun choix, hein, qui se sont pas engagés politiquement, électoralement parlant. Et puis il y en a qui étaient l'un sur une liste, l'autre sur l'autre liste, etc., etc. Mais il y avait quand même cette aventure commune qui disait que, en fait, on s'en fiche de qui va gagner. En tout cas, c'est pas notre sujet commun. Le sujet, c'est de faire survivre le truc, quoi. Euh, et donc, il y a eu une charte d'engagement, à essayer de faire signer par les candidats, un débat public, etc. Euh, c'est pas si facile que ça, quoi. Parce que forcément, la question de la démocratie participative, c'est fortement invité dans la campagne. C'est-à-dire que dans les éléments de bilan ou de nous, si on est élu, on fera autrement, ces questions-là ont été très présentes dans le débat public. Pas que, mais ça a fait partie de l'objet assez violent hein, d'affrontements politiques pour essayer d'obtenir les suffrages. Et du coup, notre affaire de projet de territoire, bah, ça nous a forcément amené à être identifiés, y compris nous, centre social, comme ouais, bon, bah, en fait, ils sont du côté de la majorité sortante, quoi. Ce Hmm. qui n'était pas du tout le cas. Nous, on a au contraire fait hyper gaffe. C'était pas du tout partisan. On a dit surtout, l'idée, c'est pas d'aboutir à des consignes de vote, de rien, de quoi ou qu'est-ce. Juste, on défend notre beefsteak, quoi. On défend l'aventure qu'on a vécue pendant 3 ans, etc. Alors on verra, hein, j'en sais rien hein, de ce que ça va donner plus tard, mais on sent que, in fine, c'est quand même perçu comme, oh là là, il est bizarre ce centre social, il s'est engagé avec telle ou telle liste. Euh, Malgré toutes les précautions de méthode, de choix de mots, etc., fait quoi. On a eu une première réunion, hein, l'élection est passée et il y a eu une alternance. Voilà. Donc, il y a eu une première réunion et on sent alors un truc un peu ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, le travail effectué, le document final, vous pouvez aller le regarder, je crois il est envoyé ou il va être envoyé dans le chat. Il est assez qualitatif, hein, c'est quand même pas trop mal, quoi. On sent qu'il y a eu du boulot de fait, qu'il y a eu des débats, des discussions, voilà. Mais on sent aussi quand même une certaine méfiance des nouveaux élus. Alors c'est pas frontal, hein, on n'en est pas là, mais un truc un peu emmerdant, quoi eux, ils avaient d'autres schémas de modèles de participation en tête. Donc, et comment concilier un truc qui a envie de continuer d'exister avec leur nouvelle vision politique de tout ça, quoi. Et puis, bah, la question de la relation avec le centre culturel vis-à-vis des élus, bah, j'en sais rien. Je suis pas dans j'ai pas de boule de cristal, mais on sent en tout cas, on sent que ça fait partie de l'équation, que un peu remuant, quoi, un peu remuant ce centre social là, quoi. Par contre, si je veux essayer de pas trop me désespérer, euh, euh, là où il y a une vraie pérennité, c'est, je parlais beaucoup de sincérité là dans la séquence 2. euh, on sent que vis-à-vis des agents, oui, c'est-à-dire que l'administration, qui est pas une petite affaire, hein, Strasbourg, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'agents, une grande ville comme Strasbourg, et ben, on est identifié comme sérieux, professionnel, engagé, une association qui y va avec beaucoup d'engagement et de sincérité dans ces questions-là. Donc, voilà, cette ambiguïté-là. Euh,
Et puis, je voulais quand même glisser dans cette séquence, parce que bon, ça c'est un peu ma vie, mais je me suis refait le rapport Meshmash-Baquet il n'y a pas longtemps, pour ceux Mhm. qui connaissent ce document institutionnel, ce rapport qui avait été commandé. Et je le trouve quand même toujours aussi juste, enfin, sur plein d'aspects. Il y a plein de trucs qui n'ont pas forcément été vraiment mis en œuvre. Là, tout à l'heure, on évoquait la question des conseils citoyens, par exemple. Ils ont tous été dégommés hein, à Strasbourg, à part un, je crois. Il y a un quartier où il y en a encore un qui vit. Et moi, ma réflexion professionnelle, c'est que la question des instances hein, de participation, avec toutes les limites que pointe Marie, mais qu'ont quand même aussi des forces, c'est-à-dire une reconnaissance, une puissance d'action réelle, parce que bah, quand on est sur les questions d'urbanisme, bah, quand il y a une reconnaissance institutionnelle, les choses avancent, alors que quand on est que dans un combat militant, c'est pas infaisable, mais c'est quand même la marche est beaucoup plus haute. Et je trouve que ces instances, de les laisser à l'échelon local, c'est quand même compliqué. Là où moi j'y croyais à l'époque, un peu naïvement, de l'inscrire. Je me rappelais la stratégie du ministre Lamy. On l'inscrit dans une loi, donc on a une instance pérenne qui survivra des alternances locales, etc., etc. Là, on n'en est plus du tout là. Donc moi, j'ai quand même le sentiment, en tant que professionnel, que les nouvelles instances, la nouveauté chasse l'ancien, etc et que du coup, on crée beaucoup de désengagement. Parce que là, moi, ma crainte très concrète, c'est que si, in fine, par sa petite mort ou par une grande mort tonitruante, le projet de territoire s'arrête un peu net, c'est surtout l'engagement des habitants qui ont passé des heures et des heures et des heures. Je pense à une habitante en particulier qui était anciennement dans le conseil de quartier. Donc, elle, ça fait 15 ans qu'elle dit à la municipalité les sujets, les trucs qu'elle a pointés, les trucs qu'elle a débattus avec d'autres habitants, etc. Donc, elle, enfin, tu la relances dans un format diagnostic, on va reprendre à zéro pour voir ce dont le quartier a besoin, c'est mort, quoi. Enfin, elle viendra plus à Mhm. rien. Elle se sera totalement désengagée. Donc voilà, moi, ma réflexion, c'est surtout en quoi les pouvoirs publics centraux ont une responsabilité pour inventer un cadre sérieux et sincère et qui marche de participation, là où les échelons locaux sont parfois plus fragiles parce que, bah voilà, une alternance et puis on réinvente tout, quoi. Merci François. Marie, à Poitiers, est-ce que tu as vécu le même type d'expérience? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des alliances qui ont découlé de la démarche que le Centre social a menée avec le collectif d'habitants? Tu as un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, mais peut-être que tu peux donner quelques précisions supplémentaires. Euh, alors, qu'est-ce que je peux donner comme précision supplémentaire? En fait, on est sur beaucoup de groupes différents. Euh, il y a une question qui était est-ce que c'est pérenne? Pour moi, absolument pas. Et effectivement, même si j'étais critique vis-à-vis des risques liés à la normalisation qu'amènent certains dispositifs tout à l'heure, je suis d'accord sur le fait qu'en même temps, dans un cadre structurel, ça peut protéger en fait et puis faire avancer petit à petit les choses, imposer. La présence d'habitants, on a vu sur les questions de l'ANRU, alors même si c'est fait très à la marge, mais en tout cas, voilà, ça fait avancer un petit peu les choses. Nous aussi, on a une alternance municipale. Alors, je pense que, par exemple, je dois reprendre la question du logement. Euh, Quand les locataires sont intervenus lors du conseil municipal en juin l'année dernière, eh ben, l'opposition était présente, et a énormément soutenu. Il y a eu des discours très soutenants de certains élus de l'opposition et de la majorité d'ailleurs, mais de certains élus de l'opposition sur le combat mené par les locataires. Il se trouve que notamment un de ces élus qui a fait un discours très soutenant est maire maintenant. Donc là, ils sont en train de dire, enfin les locataires disent, bon bah là, ça l'oblige en fait. On va lui repasser la vidéo lors de notre prochain, l'extrait du conseil municipal. Ils ont prévu de commencer leur rencontre comme ça la prochaine fois en disant, voilà, vous êtes engagés là-dessus. Donc, mais de manière globale, donc il y a eu en fait sur certains combats des alliances. En fait, on réfléchit aussi avec les collectifs au coup par coup en termes de stratégie, c'est-à-dire cette revendication-là ou ce que vous défendez ici, ce que vous voulez obtenir, euh, qui ça concerne, à qui ça pourrait profiter. Enfin voilà, nous aussi, on réfléchit ensemble à des alliances qui peuvent être stratégiques, qui peuvent être ponctuelles. Il y a des fois des collectifs qui s'allient pour une action et puis ensuite, voilà.
euh, il y a des locataires qui ont obtenu, par exemple, la réhabilitation entière d'un bâtiment en s'alliant avec une asso, la maison de l'architecture. Voilà, ils ont fait un projet ensemble et ils ont mis ce qui a obligé le bailleur à être partenaire du truc sans trop l'avoir décidé, en fait. Voilà. Donc, mais ça a été une stratégie qui a amené à mettre une lumière particulière sur un enjeu. Et puis le bailleur a dû se positionner en disant, bah oui, bien sûr, je soutiens ce projet qui est très joli. Enfin, voilà. Bref. Donc, pour le moment, je vois certaines alliances et certains soutiens localement sur des actions. Après, ce que je remarque quand même après de nombreuses années, et ce qui me là, je n'ai pas la solution à long terme, mais il y a quand même, et tout parti confondu, et tout, on parlait de classe moyenne tout à l'heure, mais y compris chez les travailleurs sociaux, y compris dans les centres sociaux, enfin moi aussi on est centre socio-associatif, mais y compris dans ce milieu-là, euh, un espèce de mépris de classe qui est pas dit comme ça, mais qui est encore extrêmement présent, euh, qui se traduit de plein de manières différentes, mais où quand même on a du mal à accepter que les personnes qui vivent la pauvreté, qui vivent les grandes précarités, qui vivent l'exclusion, les classes populaires comme on les appelle ou exclues, etc., euh, puissent être considérés comme des partenaires à part entière dans la mise en œuvre des politiques sociales, dans la mise en œuvre des projets. Enfin, euh, il y a plusieurs acteurs là qui ont interpellé ben, justement sur cette réhabilitation d'immeubles bailleurs en disant bah là, les locataires n'ont pas d'infos, il n'y a pas eu de réunion publique depuis un- depuis longtemps, etc. Et ben, ils ont organisé un truc sans les locataires, avec toutes les assos du quartier, avec toutes les institutions. Enfin, et en fait, on Mm. ne considère pas les gens comme des partenaires dans la lutte pour leurs droits, quoi. Voilà. Et ça, alors je ne sais pas quelle serait la solution. Je pense que c'est des représentations à changer. Peut-être aussi une volonté, hein, tout simplement. Il y a la question du pouvoir derrière, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le partage du pouvoir, je pense à qui ça pose problème vraiment de plus être décisionnaire, et y compris dans notre propre milieu. Moi, c'est Mhm. des fois là que je vois les plus grosses résistances, les moins affirmées, mais les plus grosses résistances dans les actes, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça me questionne. Et c'est Bah, d'autant plus important pour moi que je voyais la question, là, comment on se positionne. Alors j'entends, moi non plus, j'ai pas de réponse toute. peut-être encore juste une minute, Ouais. Il n'y Marie. a pas de réponse toute faite à comment, mais déjà de commencer par se poser, avant de se poser la question de comment on fait, à se poser qu'est-ce que je défends en fait et pourquoi. Pourquoi j'ai besoin que les gens participent? Pourquoi j'ai besoin d'aller les chercher en fait? Est-ce que c'est pour dans une posture descendante parce que moi je sais ce qui ferait de bons citoyens, parce que je pense que c'est bon pour eux, ou parce que ensemble on a envie d'améliorer leur quotidien, de trouver des solutions à leurs problèmes? Et en fait, c- euh, cette question-là, elle va déterminer beaucoup le comment on se positionne après. J'arrête. Bah, la question là des représentations sociales et des pratiques professionnelles et des représentations sociales dans les pratiques professionnelles, c'est aussi quelque chose qui nous occupe aussi beaucoup dans le GT, notamment. Enfin, nous, on a fait aussi tout un travail sur l'utilisation du langage et des mots qui sont utilisés quand on travaille avec les classes populaires, entre guillemets, et il y a encore pas mal de boulot. Pour finir, Marie Zigerman, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur, selon toi, est-ce qu'il y a un coût social, un coût de réputation, un coût politique à s'inscrire dans la démocratie locale? Oui. Voilà. Voilà. Non, oui, effectivement, évidemment. En fait, je pense que c'est important de se rappeler que quand on met en place une politique de participation, euh, déjà derrière, il y a déjà des choses qui existent dans les quartiers dans lesquels elles se déploient et je pense que c'est important d'y prêter attention parce que effectivement, s'inscrire dans ces dispositifs-là, ça demande un travail très important au collectif.
Participer, c'est pas juste prendre la parole, en fait. C'est maîtriser tout un ensemble de compétences, de codes, c'est comprendre le fonctionnement des institutions, apprendre le discours, c'est savoir reformuler des revendications dans un langage qui n'est peut-être pas intuitif, celui de l'administration, du juridique, c'est c'est produire des propositions, c'est constituer des dossiers, c'est savoir interagir aussi avec les élus, donc c'est des savoir-faire, des savoir-être, enfin voilà, la liste est très très longue du surcoût en fait que ça demande à des habitants, à des militants qui sont déjà dans l'engagement pour certains. Ça a des gains aussi quand même, et je pense que c'est important de le rappeler. Alors, je suis pas gain forcément dans le sens positif, mais de fait, la démocratie participative, elle vient quand même renouveler l'engagement, parce que évidemment enfin, que à certains endroits, ça demande au groupe d'acquérir ces compétences-là, en fait, qui vont pouvoir, d'ailleurs, je le vois, ils réutilisent parfois des formats, des discours, des tactiques, des répertoires d'action en dehors des chemins participatifs pour renouveler, pour porter leurs propres revendications. Ils apprennent à créer, à recréer des alliances. Enfin voilà, donc ça peut être aussi intéressant en termes de transformation, mais ça demande un fort investissement en temps, en énergie, en disponibilité pour des groupes qui, on l'a déjà dit plusieurs fois, sont déjà fragilisés. En plus, ça a aussi des effets de polarisation de l'action collective sur des sujets qui ne sont pas forcément toujours ceux qui sont mis tout en haut de l'agenda des groupes. Encore une fois, je travaille sur aussi des groupes qui travaillent sur les questions de violence policière. Bon, bah ça, c'est des questions qui sont quand même rarement prises en charge par les dispositifs de participation. Et c'est problématique quand effectivement c'est considéré par certains groupes comme tout en haut de la pile des dossiers à traiter. Donc ça amène à mettre de côté d'autres enjeux, d'autres préoccupations pour répondre au calendrier et aux exigences institutionnelles. Donc voilà, je pense que c'est important en fait enfin, d'insister sur l'idée que la démocratie participative, elle ne peut pas être pensée en dehors de l'action collective qui lui préexiste, des formes d'engagement, des formes de participation qui cadrent peut-être pas avec justement ce cadre institutionnel, mais qui voilà, peuvent être des opportunités du travail déjà réalisé, etc. Et c'est Marie, je crois, qui le disait tout à l'heure, mais je suis assez d'accord, en fait, quand la participation est uniquement pensée en termes de procédures, d'ingénierie, d'outils, ça me semble problématique, notamment dans le sens où, en général, ça produit pas grand-chose, finalement, alors que se poser aussi la question de comment on soutient les capacités d'organisation collective des associations en tant que contre-pouvoir. Et ça peut passer par des outils d'action publique. Bah, ça me semble être aussi un renversement de la problématique intéressante, quoi. Je m'arrête là parce qu'il y a plus que 5 minutes, je crois. Oui, on va prendre, je pense, quelques questions. Rémi, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, alors d'abord, il y a eu quand même plutôt des partages de constats, notamment sur ce qui épuise la participation, donc l'institutionnalisation de la participation, notamment via les conseils citoyens, voilà, où la personne rebondit sur ce que disait François. Pareil pour le millefeuille participatif. Et puis, un autre constat partagé sur l'exclusion des personnes les plus précaires. Connaissez-vous des exemples d'institutions, collectivités et de professionnels de la participation employant des outils d'éducation populaire? Mais est-ce que cela doit rester plutôt à la main des associations par risque d'instrumentalisation? Là, je ne sais pas si ça vous inspire. Moi, ça m'inspire un truc. Oui, alors oui, j'en connais. Enfin, puis les outils sont accessibles. Il y a plein de banques d'outils en ligne. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle outil, mais si on entend technique d'animation, voilà, on peut trouver plein de choses en ligne. Je sais absolument pas qui a dit ça, mais je garde cette idée en tête. Un marteau, ça peut servir à enfoncer un clou ou euh, à écraser la tête de quelqu'un. En fait, un outil, ça peut servir à plein de choses. Je ne sais plus comment ça a été dit, mais bref, on peut l'utiliser pour plein de choses différentes, y compris des choses dangereuses. On peut le détourner de son utilité de base. Euh, donc pour moi, il n'y a pas un risque d'instrumentalisation en tant que tel pour utiliser tel ou tel outil. En fait, ce qui est toujours important, je reviens, je suis un peu pénible avec cette question, mais on vient toujours me demander comment on fait. Et moi, je crois vraiment que la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut changer. Et à partir de là,
des outils en ligne, des formations, des, des collectifs, des institutions, des assos qui ont mis en place des projets dont on peut s'inspirer. Il y en a des tonnes. Moi, nous, on utilise des tonnes d'outils dont on s'inspire, qui viennent du community organizing, qui viennent de l'éducation populaire, qui viennent de plein de structures différentes. Et en fait, on les trouve ça une fois qu'on sait où on veut aller et pourquoi faire. Voilà. Je veux bien réagir aussi, moi, sur ce truc-là, parce que c'est une vraie interrogation professionnelle. C'est-à-dire que, est-ce que les structures d'éducation populaire ou de community organizing, c'est des boîtes à outils? Non. Est-ce qu'ils en ont des outils? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un effet Canada Dry quand les collectivités essayent de faire en direct de l'éducation populaire? J'en suis convaincu. J'ai rendez-vous là juste après avec le service jeunesse et éducation populaire de Strasbourg. Eux, ça a été leur première réflexion. C'est quoi d'avoir un service éducation populaire pour une collectivité? C'était il y a 30 ans, je crois, hein, qu'ils se sont posés ces questions un peu philosophiques. Pour eux, le rôle de la collectivité, c'est de soutenir le champ de l'éducation populaire. C'est pas de faire à la place des acteurs de l'éducation populaire. Et je crois beaucoup à la question d'alliance pour être pertinent. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que les habitants, quand ils sont face à des agents de la ville et à des élus de la ville, et c'est tout, ils ont une posture qui va être celle de l'interpellation, parce qu'à ses vertus, il y a des cadres d'interpellation, etc. Mais quand on va être sur des choses où il y a l'envie aussi d'agir, bah, c'est pas la même chose. En général, c'est le bureau une première réunion où il n'y a que la ville, bah, ça va être le bureau des interrogations, faudrait que vous fassiez ci, faites-moi cela, etc. Là où, quand on est dans un champ associatif, il y a plus l'idée d'agir ensemble et d'essayer de trouver nos propres solutions. Mais bon, pour moi, c'est quel cadre et qui invite pour quel type de participation. C'est surtout ça. C'est que si c'est pour faire de l'interpellation, bah, c'est vachement mieux que ce soit ceux qui veulent se faire interpeller qui organisent. Par contre, quand c'est l'idée d'agir ensemble, le monde associatif a évidemment sa part à prendre, quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire, moi j'ai tendance à beaucoup me méfier quand on essaye de prendre, et ça va être vrai y compris pour tout ce qu'il va y avoir dans l'économie sociale et solidaire, d'entrepreneuriat social. Voilà, il n'y a pas que les collectivités, les associations d'éducation populaire et de community organizing qui vont dire qu'ils font de la participation. Il va y avoir aussi tout un champ d'acteurs qui, à mon avis, ne produisent pas le même effet du tout sur les gens. Merci. Alors, il est 13h30. Je trouvais qu'il y avait une seconde question sur le problème. N'est-il pas de considérer que les associations sont des contre-pouvoirs? Voilà. Une question pour Marie, ça. Ouais, peut-être que je peux répondre. En fait, c'est peut-être un problème de définition, mais l'idée de contre-pouvoir, c'est quand même inscrit dans la démocratie. En fait, c'est comment est-ce qu'on peut réguler l'État aussi. C'est pas l'idée de dire que les corps intermédiaires ont euh, des pouvoirs qui sont consubstantiels au pouvoir exécutif, mais c'est de dire que les corps intermédiaires, les associations ont vocation à combler euh, le vide entre l'État et les individus. Et donc, à certains endroits, il me semble intéressant de reconnaître leur action, de reconnaître les endroits où, euh, en fait, les endroits où ils jouent un rôle politique, en fait, et où ils comblent des manquements de l'État. Donc, moi, ça me semble intéressant, justement, d'utiliser ce terme contre-pouvoir pour justement un petit peu, enfin voilà, les prendre un petit peu plus en compte et entendre. Et d'ailleurs, ne pas réinventer le fil à couper le beurre en permanence, en fait, parce qu'il y a aussi tout un tas de rapports, de réflexions, de formats d'action, etc., qui sont conçus, testés, déployés, en l'occurrence là, dans les quartiers populaires, mais bien ailleurs par ces corps intermédiaires-là, et qui sont absolument pas pris en compte dans les politiques publiques et dans voilà. Donc je pense que c'est dommage. Je lisais aussi une autre question sur est-ce qu'on doit se focaliser sur les personnes précaires au détriment des classes moyennes et aisées? Mais je crois que c'est pas le sujet. Je crois qu'en fait, les membres des classes en fait, sont présents notamment dans ces dispositifs-là, déjà ces catégories de population. Donc en fait, presque on a
c'est chouette. Il y a déjà des catégories de population qui sont relativement présentes de manière équilibrée, mais il y a un très bon rapport du collectif Démocratiser la politique qui montre à quel point les classes populaires sont absentes des arènes décisionnaires, de l'Assemblée nationale, je crois que c'est 4% d'ouvriers aujourd'hui. Enfin voilà, donc en fait, et c'est à peu près ce qu'on voit quand on est dans les dispositifs de participation. Donc en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui ne sont pas là, ou alors de regarder ce qu'ils font déjà, et pas d'aller les chercher, mais peut-être d'aller voir. Hein. Il n'y a rien de très révolutionnaire à ça, mais enfin voilà, ça me paraît être ce pourquoi c'est l'enjeu, quoi. Merci pour ta réponse. D'ailleurs, sur le rapport Démocratiser la politique, ils étaient intervenus lors de notre premier webinaire de la seconde saison, donc n'hésitez pas à aller réécouter ce premier webinaire. Je vois que l'heure a tourné, il est 13h33. Je pense qu'on peut conclure pour voilà, être un petit peu dans les délais. Qu'est-ce que je voulais vous dire en conclusion? Eh ben, le groupe de travail démocratie et quartier populaire, il vous remercie d'avoir été présente et présent ce midi. Donc une nouvelle fois, un grand merci à Marie Zigerman-Gouzou, Marie Bouchant et François Portal pour votre disponibilité et la qualité de vos interventions. Également, merci à Charlie Delorme et Laetitia Rocher pour la participation la préparation de cette séance d'aujourd'hui. Cet épisode, il vient conclure la seconde saison de la participation sur le grill. Donc, on espère qu'elle vous a plu, qu'elle a répondu à vos attentes. Et cette séance, comme les précédentes, eh ben, elle sera évidemment disponible en rediffusion sur le site du réseau des centres de ressources prochainement. Et puis, pour finir, au niveau du groupe de travail, eh ben, on est convaincu de l'intérêt de poursuivre ces webinaires, donc notamment avec une troisième saison qui existera. Mais avant ça, on aimerait justement prendre le temps, voilà, au second semestre, de capitaliser sur les 7 épisodes qui sont sortis depuis janvier 2025. Donc, d'ici là, on vous souhaite une bonne journée, une belle après-midi, et puis à bientôt tout le monde. Merci.